Population saine et forte, c'est un moteur sans faille au développement durable. C'est un peu le leitmotiv de notre invitée du jour, Gracia Belinga. Elle est la vice-présidente de Belinga Foundation. Rencontre cette semaine avec une artiste, peintre, bijoutière, mais surtout philanthrope. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Moi, Femme, cette semaine, parle de philanthropie et développement durable. Nous allons retrouver du côté de Fort Smith, aux États-Unis, Madame Gracia Belinga, vice-présidente, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, de Belinga Foundation. Bienvenue, Madame. Merci, merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de moi, de la femme. Dans tous les cas, nous allons nous adresser dans un premier temps à la philanthrope et en deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons à l'artiste que vous êtes, la peintre, la bijoutière et surtout celle-là qui promeut le savoir-faire africain. On va comprendre pourquoi à travers le travail que vous faites dans votre ville du côté des États-Unis. Vous contribuez vous participez à votre manière, à travers votre organisation, à la lutte contre les inégalités mondiales. Qu'est-ce qui vous amène déjà à axer vos actions dans ce secteur-là? Déjà, il faut vous parler, je pense, de la fondation de Belinga Foundation, qui donc est portée sur 5 axes, à savoir l'art, la culture, l'éducation, la santé, le développement durable. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement par là qu'on vit. La vie passe à travers ces 5 piliers et on n'a pas voulu léser une partie de notre quotidien, du quotidien en général de l'homme. Prenez des synergies d'action entre particuliers, entreprises et administrations même pour créer un effet de levier significatif pour le financement du développement. Plaidoyer entendu aujourd'hui, vous pensez? Ah, on l'espère. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille nuit et jour pour que ça se fasse comprendre, parce que pour l'instant, on peut dire qu'on a beaucoup plus de l'appui des populations et des autorités locales. Mais là, on espère vraiment, on espère sortir de la région du Sud, et pour cela, il faut, comme on le dit bien en Betty, il faut plusieurs mains pour attacher le maître pistache. On ne peut pas le faire seul, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Au moment où les sociétés modernes font face à des défis sur le plan social, environnemental, vous travaillez à soutenir des initiatives qui émergent de la communauté. On va prendre le cas de Mengon, c'est dans le sud Cameroun. Réponse aux besoins et aspirations individuelles et en même temps collectives. Est-ce que vous arrivez à éviter, à vous substituer justement aux communautés en décidant par exemple de ce qui est bien pour ces communautés-là? Vous arrivez à vous détacher et à laisser les communautés prioriser leurs besoins? Bien entendu, on ne force pas les communautés à venir vers nous. Comme on a dit, on a établi, on a donné une plateforme. La plateforme, c'est justement cette fondation avec ses axes. Et les populations viennent toutes seules, c'est-à-dire accompagnées de leur chef, de leurs dirigeants, et ils viennent nous demander de l'aide. Mais nous sommes déjà présents. On fait savoir à tout le monde que nous sommes là. Nous sommes là pour ces besoins-là. Quand je dis besoin, c'est beaucoup plus des projets, parce qu'on ne va pas venir dire voilà, on a faim, mais on étudie les projets, et maintenant dans le board, dans le conseil d'administration, on décide comment aider et qui aider. Donc la demande vient d'ailleurs pour que la fondation fasse quelque chose. Les populations doivent faire une note, un courrier, et voilà, et c'est donc en prenant conscience, en essayant de voir ce dont ils ont besoin,
on répond aussi par rapport à leurs demandes, quoi. Donc, non, c'est eux qui viennent vers nous et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour les aider. Comment se passe l'accompagnement? C'est purement financier ou c'est technique? Comment est-ce que ça se passe de façon concrète? En fonction des domaines, hein, en fonction des secteurs. Tout, hein. Je vais par exemple prendre, on a fait un don d'ordinateurs pour les écoles. Et après, non, c'est en faisant le check, c'est-à-dire en vérifiant, parce que quand on fait des dons, on a un suivi. On s'est rendu compte que les ordinateurs n'étaient pas utilisés. Et à ce moment, on a voulu savoir pourquoi, mais parce que tout simplement, les populations ou alors les professeurs, les directeurs d'école ne savent pas utiliser ces machines. Alors là, on est en train de chercher une collaboration avec les professeurs d'informatique pour que ces professeurs-là aillent dans ces régions retirées, dans ces parties retirées du pays pour donner des cours d'informatique, apprendre à utiliser l'ordinateur. Donc, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait vraiment à tous les niveaux. Si on prend le domaine de la santé, vous avez une approche plutôt avant-gardiste. Ici, vous appuyez sur les réalités locales, vous voulez fusionner ou bien vous voulez un partenariat entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Pourquoi vous arrivez déjà à prôner cette approche-là? Alors moi, j'ai une expérience personnelle. Durant Covid, je peux dire que j'ai pu toucher du doigt les bienfaits de la médecine traditionnelle. Alors ça, c'est juste une parenthèse. Médecine traditionnelle et moderne, pourquoi? Parce que tout simplement, la médecine traditionnelle, on doit l'accepter si on est africain. Si on est africain, on doit croire en nous, croire en tout ce qui nous appartient. Oui, je crois à la médecine traditionnelle et elle a son côté positif et on doit améliorer, on doit accompagner cette médecine pour avoir quelque chose de meilleur. Alors, les deux, la médecine moderne, elle existe déjà. On a tendance à oublier la traditionnelle pour aller vers les hôpitaux, etc. Mais c'est pas tout le monde qui a ces possibilités-là. C'est pas tout le monde. Et pourtant, au village, il y a toujours quelqu'un qui peut guérir le palu, qui peut guérir, je sais pas, un bobo. Et l'idée était donc pourquoi ne pas réunir ces deux systèmes, à savoir la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et je puis vous dire que ça marche bien entre les chefs de ces deux systèmes. Vous encouragez un peu le bénévolat du personnel de la médecine moderne et la médecine traditionnelle à œuvrer davantage pour des cartes sanitaires. Au travers justement de votre initiative Santé Zéro, on sait que l'accès aux soins de santé de qualité a un coût, notamment en Afrique, quand on sait que la population est particulièrement pauvre. Est-ce que vous réussissez à faire bouger les lignes dans ces zones rurales-là, si on ne prend que le sud et la collectivité de Mengon? Oui, énormément d'ailleurs. Il faut dire que les populations nous aident beaucoup. Les populations comprennent, les autorités également sur place comprennent et nous sommes donc entourés et accompagnés avec nous sommes accompagnés de ces populations et ces autorités et ils font du bon boulot tout simplement. On ne pouvait même pas imaginer qu'on y arriverait, mais avec tout ce monde-là, la synergie, tout le monde prend et tout le monde est dans ce combat-là. Santé Zéro, c'est pas seulement la fondation, c'est la fondation, mais avec toutes les populations de Mengon et toutes les autorités. Donc ça marche. Pour ça, je dis merci à ces populations-là d'avoir compris et voilà, de se mettre aussi au service de leurs frères, de ceux qui sont au fond, parce que les plus jeunes le font.
Je vois par les déplacements, il y a les jeunes qui vont au fin fond dans les villages, aider, donner ce qu'il faut à ces papis, à ces grands-pères, grands-parents qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Mengongo, la ville, pour avoir ces soins-là. Donc, je pense effectivement que ça prend. Vous agissez dans le domaine de la santé, mais vous agissez aussi dans le secteur agro-pastoral au travers de remises d'intrants au groupe d'initiatives communes. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et s'interroger? On se questionne tout de même. Fondation initiée par votre époux, qui est le professeur Belinga, et vous-même. Est-ce que vous êtes toujours deux ou vous avez réussi aujourd'hui à rassembler autour de vous des partenaires? On a des partenaires. On a des partenaires parce que la mairie de Mengongo est un partenaire. Les directeurs d'école, tout ce beau monde-là sont des partenaires. Peut-être pas financièrement, mais ils sont là, ils nous aident de quelque manière que ce soit, et même les populations également. Mais pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est des volontaires, des donateurs qui puissent nous donner financièrement et matériellement tout ce qu'on veut, tout ce qui est possible pour nous aider à aller à faire plus avec ces populations et avec ces autorités. Et à ce jour, est-ce qu'on peut revenir un peu sur, on peut se projeter, faire un premier bilan? On sait que récemment, dans les principales villes du Cameroun, notamment Douala et Yaoundé, votre époux, le professeur Belinga, a procédé justement à la présentation officielle de Belinga Foundation. Est-ce qu'on peut faire le bilan des premières années sur le terrain? Oui, le bilan est là. Il y a beaucoup d'écoles. On a fait... il y a environ 56 écoles qui ont reçu des dons venant de la Fondation. On a également plein d'hôpitaux, des GIC. On a aidé également plein des GIC, les GIC qui nous ont présenté leur projet agricole. Il y a des champs de maïs, des machines à égrener le maïs qui ont été demandées. Je pense que il faut dire qu'à travers également le festival Biasson Mengongo, on a pu encourager les talents parce que quand on est artiste, il y a des gens qui ont des dons. Il y a des personnes qui ont des dons et qui ne savent pas quoi en faire. À travers Biasson Mengongo, on a essayé d'encourager, on encourage, pas qu'on essaye, on encourage donc ces talents de s'assumer et de travailler de façon professionnelle. Oui, je pense que tout n'a pas encore été fait, c'est pas encore ce que on veut, mais on est sur le bon chemin. Est-ce que vous êtes d'avis que le potentiel en milieu rural est assez mis en exergue ou bien valorisé si on prend le cas de l'Afrique subsaharienne? Non, je dirais non. On a tendance à oublier ces populations. On a tendance, c'est pas que c'est automatique, on a tendance à les oublier, mais je peux vous dire que on peut avoir de ces populations plus qu'on ne peut l'imaginer, quoi. Plus d'ailleurs, mais il suffit juste qu'on les accompagne, qu'on les encourage et qu'on leur donne les moyens nécessaires pour y arriver. Dans tous les cas, c'est le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain. Avant de poursuivre notre échange, je propose justement qu'on comprenne les prémices, qu'on se rende un peu à Mengan pour voir en image ce que vous faites de ce côté-là. Et au sortir de là, on aura notre rencontre avec l'artiste que vous êtes. Je vous propose cet élément et on se retrouve dans quelques minutes. Africa. Africa.
C'est dans les tréfonds de Mengang, commune du département de l'Amvila, nous sommes dans le sud du Cameroun, que va germer, il y a un peu plus de 2 décennies, dans la tête du petit garçon devenu agrégé en neurologie aux États-Unis, le professeur Steve Felix Belinga, l'idée d'une aventure philanthropique. Il a fallu attendre 2019 pour la matérialisation de cette idée. The Belinga Foundation voit le jour. La logique, œuvrer au développement des communes du Cameroun et pourquoi pas impacter l'Afrique. Ici, il n'est pas question de se substituer à la communauté en décidant de ce qui est bien pour elle. S'appuyer sur des ressources et talents locaux pour asseoir un développement durable. La méthode, accompagner plusieurs qui à leur tour accompagneront d'autres. Développement centré sur 5 axes. Art, culture, health, éducation et sustainable development avec pour devise X for the future, venez pour le futur. En artiste, Gracia Belinga, vice-présidente de Belinga Foundation, s'active aux côtés de son époux pour encourager le savoir-faire local. À travers sa galerie Akibart, créée à Fort Smith aux États-Unis, vous sentez, touchez, admirez et pourquoi pas arborer une étoffe ensoleillée tissée par des artisans africains. Art décoratif, l'artiste propose ses œuvres, des tableaux aux couleurs chaudes qui rappellent la douceur des plaines d'Afrique au coucher du soleil. En bijoutière, elle propose un savant mariage entre perles et coris, toujours en couleur. Akibart expose chaque mois le travail d'un artiste africain, une plateforme qui a permis à plus d'un aujourd'hui de se faire connaître. Un travail minutieux, acharné, nourri, ancré dans une logique de brassage culturel et même linguistique, sachant préserver son africanité. Entre accompagnement technique et financier des artisans locaux, Gracia Belinga promeut l'artisanat local par la préservation des artefacts, perfectionnement, transmission du savoir-faire aux générations futures. Entre remise de dons aux agriculteurs, écoles, formations sanitaires, Festival Biasso Mengang, dont la dernière édition s'est déroulée en 2022, le couple Belinga prône une synergie d'action, administration, entreprise, particulier pour créer un effet levier significatif sur le financement du développement durable au Cameroun et en Afrique. Nous sommes dans nos retours et vous l'avez vu au travers du reportage que nous venons de vous proposer. Rencontre avec Gracia Belinga, l'artiste, la peintre, la bijoutière. Et du côté de Fort Smith, c'est du côté des États-Unis. Elle est à la tête d'une galerie. Est-ce qu'on peut parler justement de ce travail qui est fait? Vous mettez en avant le savoir-faire africain. Pourquoi avez-vous choisi cet axe-là? Bah, tout simplement parce que je suis africaine. Quand je suis arrivée ici, il y avait ce manque-là. Je voulais m'habiller, je voulais avoir mes bijoux, les bijoux africains que je ne trouvais pas. Et puis, ben voilà, j'ai commencé à les fabriquer moi-même. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Akibart. En fait, Akibart, c'est le label. L'Akibart, c'est un peu la présence africaine ici aux États-Unis. Beaucoup, pas la seule, aux États-Unis, c'est trop dire. C'est la présence africaine dans ma ville, la ville actuelle, Fort Smith, dans l'État de l'Arkansas. Vous voulez modeste, mais sur les réseaux sociaux, on voit l'impact de ce que vous faites. Et ça contribue à la préservation des artefacts et l'accompagnement technique surtout, mais surtout la mise en valeur du savoir-faire des artistes africaines, notamment camerounaises. En effet, je travaille avec les artisans camerounais. Bon, certains, j'en ai 2 en Côte d'Ivoire déjà. Donc, je travaille avec ces artisans parce que tout est fait main, il faut le dire, et c'est à encourager. Je travaille avec les
les sculpteurs, les peintres, beaucoup plus avec les peintres d'ailleurs et les sculpteurs, et les couturiers, les stylistes en général, mais pas de grands, parce que je veux pousser ceux qui ont du talent, mais qui n'ont pas encore eu la force ou les moyens de se faire connaître. Oui, je passe à travers ces artisans pour les faire connaître leur boulot ici aux États-Unis, et je pense que ça prend. Vous organisez régulièrement des défilés, des expositions. Est-ce que la rencontre avec, parce qu'on parle désormais de brassage culturel, mais aussi de brassage linguistique, est-ce que la rencontre entre ces différentes cultures arrive à transmettre, ou bien vous arrivez à transmettre le message que vous désirez concrètement? C'est pas facile, mais je pense que j'y arriverai. Le véritable problème que je rencontre ici, c'est avec les Noirs américains qui attendent beaucoup de cette galerie, qui ont d'autres questions en fait. Si j'ai créé la galerie, c'est-à-dire parce que j'ai un côté boutique et puis le reste c'est la galerie où je reçois une fois par mois de nouveaux artistes. Je les change une fois par mois. Donc, les artistes en général, j'en ai 3, 4 par mois. Mais le reste, c'est donc ce côté boutique. Et de ce côté, j'ai des statuettes, tout ce qui vient d'Afrique. À ce moment-là, tout ce qui se trouve dans cette boutique vient d'Afrique. Alors, les gens ont tendance à poser la question. Alors, le collier que tu portes, est-ce que ça se porte lors des mariages ou tout simplement lors des deuils? Est-ce que ça a une signification quelconque? Oui, mais c'est trop de questions. Ils attendent un peu trop de la galerie, mais j'essaie de faire le maximum. Et si on veut dire pour toute la population américaine, c'est la curiosité d'abord. À travers vous, peut-être ils estiment que vous êtes un peu comme le pont entre l'Afrique et eux, un peu comme une recherche identitaire à laquelle peut-être parfois vous avez du mal à apporter des réponses, mais que vous donnez déjà un aperçu. Exactement, exactement. Mais ça me pousse à aller chercher, à faire un peu plus. Et donc, ça, c'est un peu le challenge que j'ai avec cette galerie. Mais sinon, toute la population aime bien, même si c'est difficile à porter parce que je suis obligée de porter mes créations pour faire comprendre aux populations que non, ça se porte c'est comme un bijou. Voilà, vous êtes un peu votre propre modèle. Vous montrez comment ça se passe, comment on doit mettre, par exemple, le collier, arborer le collier que vous portez en ce moment. Et c'est juste un effet de mode et puis ça prend. Oui, c'est juste un effet de mode, mais pour eux, tout ce qui vient d'Afrique a une signification. Oui, pourquoi c'est rose, pourquoi c'est jaune, pourquoi c'est avec ses pierres, mais c'est tout simplement parce que c'est un bijou africain. Mais on porte ce bijou, je peux porter. C'est vrai qu'il y en a. Il y a des bijoux, il y a des vêtements qu'on porte, et ça je le dis, qu'on porte spécialement des événements assez particuliers, mais ce que je fais, ce que je crée, c'est justement, c'est pas très africain. J'essaye de mixer, c'est en même temps, je ne vais pas dire européen, mais j'essaye de créer pour que tout le monde puisse se retrouver. Vous prenez un peu à chaque culture ce qu'il y a de meilleur que vous sublimez et proposez certainement aux personnes qui visitent votre galerie. La galerie, exactement. À ce jour, avec vous, on va parler un peu des artistes africaines. Pensez-vous, et ça devrait être assez subjectif, pensez-vous que les femmes artistes, si on prend par exemple bijoutières ou bien peintres, elles arrivent à s'exprimer véritablement et à avoir des plateformes où elles peuvent montrer l'immensité de leur talent? Je dirais que si je n'ai pas exactement la réponse, mais je vais un peu
je vais un peu parler de mon expérience. Oui, si on s'appuie sur votre expérience, bien sûr, oui. Voilà, de mon expérience. Je me bats comme je peux ici aux États-Unis et je cherche, il m'arrive souvent d'entrer en contact avec des artistes, peut-être pas peintres, mais qui font un peu dans mon domaine, c'est-à-dire du stylisme. Oui, les créatrices, par exemple, j'en ai vu d'ailleurs, d'accessoires, des sacs. Oui, elles se battent, mais peut-être pas, elles ne sont pas comprises ou alors pas accompagnées dans leur, dans leur bataille, démarche, oui. dans leur vie de montrer. Pardon? Oui, je dis, elles ne sont peut-être pas comprises dans leur démarche. Dans leur démarche, et même lésées, elles sont lésées. Elles sont lésées. Je vois beaucoup plus quand il y a défilé de mode, ce sont les hommes, mais rarement, hein, rarement les femmes. Rarement les femmes. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra créer une synergie juste pour ces femmes, pour nous, artistes femmes, peut-être bien. Ce serait une bonne idée. Peut-être il faudrait qu'elles apprennent aussi à oser davantage et à mutualiser les forces. C'est un peu ce que vous faites à de Bellinga Foundation. Ça veut dire vous prônez le fait qu'on se mette ensemble. Pardon? Il y en a qui se battent énormément. Il y en a, par exemple, j'ai dans ma galerie des produits qui, ce ne sont pas seulement les produits que je crée. Il y a, je ne vais pas citer des noms ici, mais il y a des marques que je fais venir du Cameroun et c'est vraiment prisé parce que c'est le détail. Les finitions. En Afrique, on a du mal à finir quelque chose. Ça veut dire, si c'est un vêtement, il faut le détail et que ce soit assez bien fait pour être accepté par la population, je vais dire de Fort Smith, si je vais pas dire américaine, mais oui, américaine, pourquoi pas. Mais ça doit être bien fait. Et pour ça, je sais je connais des femmes qui se battent pour ça. Donc, on va prendre ça un peu comme une recommandation ou bien une suggestion que vous faites aux artistes africaines et peut-être artistes en général, pas seulement les femmes. Soigner le détail dans tout ce qu'on fait parce que c'est important. Lorsqu'on veut s'adresser, lorsqu'on veut voir exporter son savoir-faire, il va falloir soigner le moindre détail pour que le travail puisse être accepté et pourquoi pas adopté. Qu'est-ce qu'il faut désormais faire, Gracia Bellinga, pour espérer voir ses œuvres exposées dans votre galerie à Fort Smith? Tout simplement me contacter et vraiment travailler énormément. J'ai commencé avec une poignée de femmes qui font dans des cabas. Mais c'était vraiment ce sont des paysannes. Et le soin entre les cabas qu'on a commencé à faire et maintenant, je peux dire que c'est magnifique ce qu'on produit aujourd'hui. Et c'est prisé, c'est vendu, ça se vend comme des petits pains, mais tout simplement parce que il faut les accompagner ces artistes-là, parce que n'oublions pas que le talent, il est brut, il faut l'affiner. C'est comme le diamant, un caillou de diamant n'a pas tout à fait sa valeur, mais il va falloir poncer et puis donner une forme délicate pour que ce soit attrayant. Donc, je me dis que le talent africain, le talent chez nos artistes est là. Il faut tout simplement accompagner ces artistes pour que leur talent puisse devenir quelque chose de prisé, de vendable. Nationalement parlant, mais internationalement aussi. Je vous en prie. Est-ce que le groupe de femmes avec lesquelles vous avez commencé, est-ce que ce groupe de femmes arrive aujourd'hui à vivre de ce travail-là? Peut-être pas à vivre totalement, mais oui, la vie s'améliore parce que n'oublions pas qu'on ne vit pas uniquement, par exemple, vivre de son art. C'est encore un rêve chez nous. C'est encore un rêve, vivre de son art, payer ses factures, prendre soin de toute une famille. Ça, c'est en fait ça mon goal, mon but à atteindre.
de valoriser ce talent, de valoriser les talents et puis d'en faire quelque chose de professionnel. Mais je ne pense pas que c'est déjà ça. C'est pas encore ça. Mais elles arrivent à joindre déjà les deux bouts. Dans tous les cas, on salue le travail que vous faites et votre méthode, je tiens à le rappeler, est d'user des effets multiplicateurs, c'est-à-dire accompagner plusieurs qui à leur tour accompagneront d'autres. En effet. Est-ce que c'est forcément compris jusqu'ici? Méthode qui, d'après vous, devrait normalement mener à une croissance exponentielle? Mais il le faut, même si c'est pas compris. C'est en fait ça notre challenge, de faire comprendre aux autres que comme ils ont été aidés, il va falloir qu'à leur tour ils aident. Parce que la fondation, comme le dit souvent le professeur Bellinga, c'est pas sa personne. On voudrait qu'après nous, que ça continue. Et ça, c'est l'éducation en fait. C'est toute une éducation, savoir partager, savoir non seulement matériellement, mais aussi donner de sa connaissance, aider à travers ce qu'on connaît déjà. Et pourquoi pas financièrement? On est là pour ça. On est là pour ça. Et je vois déjà des gens qui créent, parce que quand tu crées les GIC, par exemple, quand on a ces groupes de jeunes qui créent des GIC, ces GIC peuvent aider aussi leurs petits frères. Alors, à travers le GIC, vous avez la plantation et après, vous allez chercher quelqu'un pour aller vendre ces produits-là. Et ça devient toute une chaîne. Et c'est ça les effets multiplicateurs. Dans tous les cas, la pratique philanthropique en faveur du développement sur le continent africain est en pleine expansion. Vous avez une autre vision de la philanthropie. Vous n'êtes pas simplement ancré dans une logique de dotation, vous êtes ancré dans une logique de formation, de motivation et surtout de développement personnel. Vous travaillez pour un développement durable et on espère que les domaines sur lesquels vous avez choisi d'axer ou d'angler votre travail au travers de la fondation, ces domaines-là vont connaître une pleine croissance et on espère aussi que la fondation va pouvoir atteindre ses objectifs de développement au-delà de la commune de Mengang. C'est notre prière et on a besoin de tout le monde. On a besoin, déjà, il faut dire merci à vous de nous aider à communiquer, à faire comprendre aux populations du Cameroun que voilà, nous sommes là et que c'est faisable. Merci pour tout ce travail autour de la fondation. Et on a besoin de tout le monde, même tout simplement des personnes qui comprennent et qui ont parce que on peut avoir des projets mais ne pas avoir le courage de présenter cela. On espère que tout le monde comprendra le bien fondé de la fondation et on sera ensemble pour que demain soit meilleur. Dans tous les cas, pour le rappeler avant de refermer cette émission, le développement que vous prenez est focalisé sur 5 axes. On a l'art, la culture, la santé, l'éducation et justement le développement durable. Pour ceux qui se joignent à nous, si vous ne le savez pas, peut-être certains ont reconnu le visage de Gracia Bellinga. Elle est journaliste de formation, Miss Météo à la télévision nationale à une certaine époque, aujourd'hui artiste peintre, bijoutière, philanthrope et vice-présidente de Bellinga Foundation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au terme d'un échange pareil? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que merci ou Akiba, comme vous aimez à le dire, et rappeler un peu le leitmotiv de votre époux qui est le leitmotiv de votre fondation. Une population saine et forte, c'est un moteur sans faille au développement durable. Akiba. Voilà, mesdames, messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous. Akiba.